Chapitre 1. Une bougie dans le brouillard. C'est par une sombre soirée de novembre, alors qu'un brouillard humide enveloppait les fenêtres de Baker Street, que je fis connaissance pour la première fois avec l'étrange affaire du cierge à la porte de la cathédrale. Je rentrais tard de ma tournée, le froid de la ville collant à mon manteau, et je trouvai Holmes debout devant l'âtre, ses longs doigts nerveux tendus vers le feu. Ses yeux perçants, gris comme une mer d'hiver, étaient fixés non pas sur le feu, mais sur un bout de papier qu'il tenait délicatement entre l'index et le pouce. « Fermez la porte, Watson, je vous en prie, » dit-il sans lever la tête. « Vous avez apporté la moitié de l'atmosphère de Wapping. » J'obéis, retirant mes gants. « Vous semblez absorbé, » remarquai-je en m'enfonçant dans mon fauteuil. « C'est une affaire ?» ?»« C'est possible. Les preuves sont rares, mais l'hypothèse est remarquable. » Il posa le papier sur la cheminée, le lestant avec le tisonnier en laiton pour que je puisse l'examiner à loisir. Il s'agissait d'un billet, plié une fois, avec un cachet de cire verte inhabituel. L'écriture était fine, presque arachnéenne, et tremblait par endroits, comme si l'écrivain n'avait pas été à la hauteur de la tâche. « Monsieur, un désastre s'est produit à la cathédrale Saint-Sauveur. Une lumière restée allumée devant le transept nord est devenue le signe d'une affaire catastrophique. Le bedeau a disparu, ne laissant que ses clés et une Bible ouverte. Scotland Yard a été informé, mais je suis persuadé que leurs méthodes ne suffiront pas. Je prie Monsieur Sherlock Holmes de se rendre sur place au plus vite. » « Bien à vous, archidiacre Meredith. » Holmes me regarda par-dessus la courbe de son violon, qu'il avait pris presque inconsciemment. « Une bougie, Watson, » dit-il en passant l'archet sur les cordes d'une seule note mélancolique. « Peut-être un symbole de dévotion ou un signal adressé aux conspirateurs. Quelle interprétation privilégiez-vous? Je n'en ai pas la moindre idée, ai-je avoué. Mais la disparition d'un bedeau relève sûrement de la compétence du gendarme local. » Holmes eut un léger sourire. « Si c'était tout, je serais d'accord. Mais notre archidiacre parle d'incalamité. Et remarquez bien, écrit-il avant même que la police n'ait tiré ses conclusions. Cela implique que quelque chose se cache sous la surface. Et, ajouta-t-il en reprenant une phrase de la lettre, une lumière allumée devant le transept nord. Pourquoi insister sur cette direction, si ce n'est pour une raison précise? Il se leva brusquement, sa haute silhouette projetant une ombre agitée sur le mur. Nous prendrons un petit déjeuner matinal, Watson, et prendrons le train de 8 heures pour Canterbury. J'ai longtemps souhaité revoir ce beau vieux manoir. Vous pensez que la cathédrale en question est celle de Canterbury? Sans aucun doute, Saint-Sauveur est une ancienne dédicace de la grande cathédrale qui s'y trouve. La main de l'archidiacre trahit une formation d'érudit. Aucune petite paroisse londonienne n'emploierait un titre aussi prestigieux. De plus, et ses yeux brillèrent, il y a dans cette affaire un parfum de Moyen-Âge qui serait gaspillé pour n'importe quelle autre paroisse que Canterbury. Le brouillard s'épaississait contre les vitres et j'avais l'impression que la pièce devenait soudain plus froide. Et Scotland Yard? Ils enverront sans doute un homme qui se contentera de saccager la sacristie. Mais Meredith nous a contactés en privé, ce qui suggère une situation délicate. Nous devons rester discrets. Holmes se laissa retomber sur sa chaise, les doigts croisés devant lui. Il semblait perdu dans une méditation si profonde que je m'abstins de l'interrompre. Le feu crépitait doucement. Dehors, un fiacre passa, étouffé par la brume. Il parla enfin comme s'il sortait d'un lointain calcul. « Watson, avez-vous déjà pensé à quel point la criminalité est née de la superstition? J'ai lu des cas similaires, répondis-je en me remémorant certaines de nos propres aventures. Mais assurément, à notre époque éclairée, il émit un petit rire sec. Les lumières,
sont une lampe dont l'intensité s'atténue facilement, mon cher ami. Sous le vernis du progrès se cachent encore les peurs et les fantasmes du Moyen-Âge. Une simple bougie placée avec astuce peut émouvoir les esprits plus qu'une batterie de policiers. J'avoue que ces paroles m'ont fait frissonner. Il y avait toujours, dans l'attitude de Holmes à la veille d'une enquête, cette assurance électrique qui annonçait l'action. J'avais le sentiment, comme souvent, d'être au seuil d'une révélation extraordinaire. Avant de nous coucher ce soir-là, Holmes s'occupa de son carnet de notes, griffonnant une ligne ici et là pendant que je lisais le journal du soir. Mon attention, cependant, se porta sans cesse sur le bout de papier cacheté vert posé sur la cheminée. Je me demandais quel genre de calamité pouvait bien annoncer une bougie laissée allumée à la porte d'une cathédrale. À l'aube, nous prîmes un petit déjeuner rapide et, à 8 heures, nous étions à bord du train en direction du Kent. La campagne était enveloppée de brume, les haies ruisselaient d'humidité et de temps à autre, quelques volées de corbeaux noirs se dressaient sur un ciel plombé. Holmes était assis en face de moi, sa silhouette élancée immobile, à l'exception d'un léger tapotement du doigt sur son genou. De temps à autre, il sortait la lettre, la parcourait à nouveau, ou griffonnait rapidement des notes sur une enveloppe. À l'approche de Canterbury, la grande flèche se profilait faiblement à travers le brouillard, solennelle et lointaine. Le regard de Holmes s'illumina. « Voici notre théâtre, Watson. Dommage que Chaucer ne soit plus en vie pour raconter les pèlerins qui foulent aujourd'hui ces pierres. » Un taxi nous conduisit à travers les ruelles étroites jusqu'à l'enceinte de la cathédrale. L'air sentait la pluie et la pierre ancienne. Nous fûmes accueillis par un ecclésiastique de haute stature dont le visage, ridé par les soins, trahissait une nuit de veillée. Il se présenta comme l'archidiacre Meredith et, après un bref échange de salutations, il nous conduisit sous le portail ombragé, dans l'enclos. « Je crains, messieurs, de vous avoir conduit à une scène des plus pénibles, » dit-il à voix basse. « Mais je ne supporterai pas l'idée que des détectives londoniens foulent aux pieds le caractère sacré de ce lieu. Venez, je vais vous montrer où brûlait la bougie. » Nous longeâmes une allée cloîtrée où les pierres résonnaient sourdement sous nos pas. Derrière une porte voûtée se trouvait le transept nord, et au-delà, un imposant portail en chêne menant à la cour extérieure. Là, juste derrière le seuil, se dressait une applique en fer fixée au mur. Un morceau de cire pâle y subsistait, ruisselant bas mais toujours accroché à son support. Holmes se pencha, son objectif étincelant dans la pénombre. Il toucha la pierre sous l'applique, huma délicatement l'air et examina le moignon avec une attention méticuleuse. « Curieux !» murmura-t-il. « Très curieux, en effet. Qu'observez-vous » demandai-je, mais il se contenta de secouer la tête, un léger sourire aux lèvres. « Patience, Watson. La bougie a parlé, mais pas encore avec des mots que nous puissions répéter. » Et avec cette déclaration énigmatique, l'aventure de la bougie à la porte de la cathédrale commença sérieusement. Chapitre 2. Le récit de l'archidiacre. S'il y a une chose que j'ai apprise de ma connaissance intime de M. Sherlock Holmes, c'est qu'il se délecte à démontrer son art sur les plus petites toiles. Il lui arrive parfois de se livrer à un tour de force de déduction simplement pour se distraire et rappeler à son entourage l'immensité du champ mental qui sépare ces procédés de la compréhension ordinaire. C'est dans cet état d'esprit qu'il accueillit l'archidiacre lorsque ce grave homme d'église, après nous avoir introduits dans son cabinet, s'affala dans un fauteuil de cuir et referma les mains sur sa canne. L'air épuisé par la confession, le regard de Holmes, vif et impératif, parcourut la silhouette de Meredith comme l'aiguille d'une boussole glissait sur une carte. L'archidiacre était un homme d'une 50aine d'années, au front pas trop étroit
et aux yeux autrefois brillants, désormais obscurcis par l'anxiété. Sa soutane, bien que simple, était de belle facture. Ses mains étaient celles d'un homme qui avait manié plus de livres de contes et de plumes que de bêches ou de charrues. Sur la table se trouvait un petit paquet de lettres, dont l'une portait le sceau de l'évêque. Archidiacre, dit Holmes, avec cette douce cruauté qu'il employait parfois envers ceux qui recherchaient son talent. Vous avez passé une nuit blanche, n'est-ce pas? Les mains de Meredith se refermèrent l'une sur l'autre d'une manière qui justifiait cette inférence. Je l'avoue, monsieur Holmes, le sommeil à ces heures-là me déserte. Vous revenez récemment de Londres, continua Holmes d'une voix aussi froide que s'il énumérait des pièces de monnaie. Vous avez séjourné ces 2 derniers jours chez une dame, où vous avez bu du vin. Vous possédez un petit livre d'heures que vous lisez en latin. Vous vous souciez non seulement du bedeau, mais de la réputation de la cathédrale. Et vous n'avez jamais aimé les journaux, que vous considérez comme un mal nécessaire. L'archidiacre sursauta, rougit légèrement, puis s'inclina. « Vous avez l'avantage sur moi, monsieur, » dit-il. « Comment » Holmes fit un léger geste de la main, comme pour écarter le mécanisme qui lui avait permis d'en arriver là. « Vos bottes, » répondit-il simplement. « Il y a la boue de North Road sur le talon gauche, récemment. La légère odeur de Bordeaux sur votre cravate et la déchirure microscopique au revers, là où vous vous êtes accroché à un loquet chez une dame. Les notes latines en marge que j'ai remarquées sur votre paquet lorsque vous me l'avez remis. Votre aversion pour la presse, je l'ai déduit de votre absence de regard sur le journal qui traînait sans être ouvert. Ce sont des broutilles, et pourtant elles parlent. » L'archidiacre, désarmé, afficha un sourire reconnaissant. « Je ne peux pas nier une telle perspicacité, monsieur Holmes. J'étais chez Lady Langdon hier pour une question de charité paroissiale, et l'évêque a eu une petite conversation avec moi au sujet du carême qui approche. Mais allons, on perd du temps. Je dois vous raconter toute l'histoire. » C'est alors que Meredith raconta, d'une voix tantôt tremblante d'indignation, tantôt de tristesse, les événements qui l'avaient conduit à nous convoquer. Le bedeau, un certain William Hargreaves, travaillait à Saint-Sauveur depuis 24 ans. C'était, selon l'archidiacre, une âme simple, ponctuelle à l'excès, menant une vie honnête et frugale. Le matin en question, le bedeau avait été vu par le sacristain allumer un cierge dans le chandelier de fer de la porte nord du transept. Cierge qui, selon une ancienne coutume, devait rester allumé jusqu'à l'office du matin. À midi, lorsque le sacristain l'appela pour lui signaler d'autres tâches nécessaires, Hargreaves était introuvable. « Nous l'avons cherché », dit Meredith avec l'accent lent d'un homme qui pèse chaque phrase. « Nous avons fouillé la sacristie, les stalles du chœur, les caves. Nous avons trouvé ses clés sur la petite table, ses clés, Watson, en sécurité, et pourtant aucune trace de lui. La Bible était ouverte sur le pupitre, au 17e chapitre de Saint Jean, et un bout de papier avait été placé entre les pages en guise de marque-page. La page avait été feuilletée comme si le lecteur avait cherché un verset précis à la hâte. Les doigts de Holmes tressaillirent légèrement. « Et la bougie ? Elle avait brûlé, » répondit l'archidiacre. Il restait quelques gouttes de cire dans l'applique. Mais le plus curieux, sa voix se transforma alors en murmure. La Bible du bedeau portait un passage souligné, et ce soulignement n'était pas de sa main. « Je suis un homme de lettres, monsieur Holmes. Un ecclésiastique connaît l'écriture de sa maison. Ceci était écrit d'une main ferme et savante. »« Une main ferme, » répéta Holmes. « Vous avez remarqué l'encre, noire et à peine sec quand nous l'avons trouvée. C'est comme si un visiteur était venu, avait lu le verset, puis était parti, suivi par le bedeau. Ou alors le bedeau a été pris. Continuez. » Meredith nous raconta comment la police avait été prévenue,
comment un agent avait inspecté les lieux et comment certains fidèles curieux avaient de parler d'une lanterne aperçue à la porte extérieure la nuit précédente. Des rumeurs circulaient également parmi les choristes à propos d'une silhouette aperçue telle une ombre près du transept et de prières murmurées par un enfant. « Ce n'est pas une disparition ordinaire, » dit Meredith. « Il y a là quelque chose d'effrayant qui me fait frémir. » Holmes écoutait avec une gravité qui convenait à l'affaire. Il posait des questions, méthodiques, froides, précises, sur les habitudes du bedeau, son salaire, sa famille, les noms de ceux qui lui avaient rendu visite. Meredith répondait avec franchise. Hargreaves avait été simple, mais n'ignorait pas les manières des hommes. Il gardait sa bourse précieuse, et pourtant on l'avait vu aider une pauvre veuve. Aucune querelle n'avait été signalée. Et vous dites que la Bible était ouverte à Saint Jean, chapitre 17, répéta Holmes. Oui, il y a une note en marge écrite par un inconnu qui dit « Une lumière allumée au transept nord. Attention à la porte. Je l'ai fait copier afin de préserver l'original. » Le visage de Holmes prit une expression de curiosité attentive, comme si une mélodie ténue avait résonné dans une corde sensible de son esprit. Il se pencha en avant et joignit ses longs doigts. « Cet avertissement a été écrit à la hâte, dites-vous » demanda-t-il. Il y avait la hâte d'une main qui craint d'être observée. Les lèvres de Holmes se retroussèrent. « Alors, c'est, au minimum, à la fois un indice et une provocation. Qui parmi vos visiteurs habituels s'intéresse au latin et aux notes marginales hâtives ?» Meredith réfléchit. « Le doyen est un érudit, comme vous le savez, mais il est plus âgé et son écriture est un gribouillage maladroit. Le chanoine mineur, M. Lucas, copie ses sermons et a une écriture soignée et appliquée. Pourtant, ici, l'archidiacre hésita, et pendant un instant, son visage trahit ce qu'il aurait préféré cacher. Il y a aussi un homme, un prédicateur laïque, récemment arrivé dans notre paroisse, un certain monsieur Alfred Crispin. Il n'a pas bonne réputation parmi la gentry, mais il a récemment eu des conversations avec les jeunes gens de la chorale. Il a un penchant pour les phrases audacieuses et les gestes théâtraux. Il tient une lanterne et se promène après les heures de bureau. Les yeux de Holmes s'illuminèrent, puis s'assombrirent. « Ah ! La nature humaine a toujours tendance à se précipiter vers le spectaculaire. Mais ne soyons pas téméraires, archidiacre. Il y a une différence entre le théâtral et le criminel. Vous avez dit que la police avait mené une enquête. Ils ont fouillé le clos et les chemins avoisinants. Ils ont trouvé des empreintes dans l'argile. 2 séries, l'une menant vers la rivière et l'autre revenant. L'une était celle du bedeau, l'autre d'une démarche plus lourde. Pourtant, en poursuivant leur chemin, les empreintes les plus lourdes ont disparu. Holmes sourit avec cet amusement glacial qui méritait parfois tant. Des empreintes de pas qui disparaissent, un excellent ingrédient pour un sermon, mais un piètre ingrédient pour un policier. Il existe bien des façons de tromper la semelle d'une chaussure. Et pourtant, murmura Meredith, il y a la bougie. Je ne peux me débarrasser de l'image de cette lumière qui scintille sur la pierre près de la grande porte. Les lumières sont des témoins attentifs, dit Holmes. Elles trahissent le souffle, la main, l'angle d'approche. On peut en apprendre davantage par elles que par le témoignage de la moitié de l'humanité. Il se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le cloître gris où les tours de la cathédrale se dressaient comme une sentinelle antique. Certains vous diront, archidiacre, qu'une église est le dernier refuge pour les secrets. Je ne suis pas de leur avis. Des hommes secrets exploitent le caractère sacré des églises à leur propre fin, et les bougies sont leurs complices.
Meredith joignit les mains dans un geste d'appel mortel. « Je suis venu vous voir parce que je ne pouvais pas me reposer autrement, monsieur Holmes. » L'évêque estime que l'affaire pourrait être traitée à la discrétion de la cathédrale, mais il y a des langues en ville qui s'emparent du moindre scandale. Je suis plus jeune que vous en la matière, mais j'ai déjà vu comment un murmure se transforme en rugissement. Je vous en prie, aidez-nous. Holmes se retourna, et l'espace d'un instant, je perçus cette curieuse douceur humaine qui, de temps à autre, dénouait sa carrure de fer. « Nous ferons ce que nous pourrons, » dit-il. « Watson et moi ne sommes pas hommes à nous laisser effrayer par l'obscurité. Nous examinerons l'applique, la Bible et le seuil. J'imagine que la bougie nous aura laissé une ou deux petites phrases qui guideront notre marche. » Tout en parlant, il posa légèrement le doigt sur la copie de la note marginale que Meredith avait déposée sur la table. Je vis à cet instant une expression se dessiner sur son visage. Un éclair de calcul, tel un éclat d'acier, puis, tout aussi rapidement, une nuance de dissimulation. Il plia le papier et le glissa dans sa poche, avec l'air d'un homme qui cache une carte dans sa manche. « Watson, dit-il à voix haute, avec une pointe de malice, vous m'accompagnerez pour inspecter l'applique. Je vous demanderai de noter l'emplacement de la cire, la présence ou l'absence de suie, et de vérifier si la pierre porte des traces de contact récents. Vous m'en ferez un compte-rendu fidèle. » Je me levai, obéissant à son ordre et à la curiosité avide que chacun de ses mouvements éveillait en moi. En quittant la chambre de l'archidiacre et en descendant dans le silence de la clôture, je m'aperçus que l'affaire, qui avait d'abord eu l'humble apparence d'un paroissien disparu, avait déjà accumulé les sombres indices qui marquent la main d'un criminel délibéré. Holmes était dans son élément. Moi, égoïstement peut-être, j'étais heureux d'être à ses côtés. Pourtant, bien qu'il ait montré son art avec une aisance en jouer à Meredith, je remarquai, sans pouvoir alors en expliquer la raison, une légère réserve dans son attitude. Il avait caché quelque chose de petit et d'intime dans la poche de son manteau. Était-ce une futilité ou une clé? Je n'aurais pu deviner, mais j'avais appris depuis longtemps que lorsque Holmes dissimule, c'est rarement sans intention. Chapitre 3. Ombre dans le transept Holmes. Et moi, quittâmes le parloir de l'archidiacre par un passage bas qui donnait sur le cloître. Le brouillard matinal persistait encore sur les vieilles pierres, enveloppant contreforts et pinacles d'un voile spectral. Sous nos pieds, le dallage était glissant d'humidité, et une pâle lumière filtrait à travers les étroites lancettes du transept nord, si faible qu'il semblait que le jour venait à peine de commencer. Holmes marchait de son pas silencieux, le col de son manteau relevé, son regard perçant se déplaçant sans cesse d'un point à l'autre. Je savais par expérience que lorsqu'il ressemblait ainsi à un lévrier maigre flairant une piste, mieux valait ne pas l'importuner avec des questions. Il s'arrêta devant l'applique en fer où les restes de la bougie étaient encore accrochés, se pencha et sortit de sa poche une petite loupe. « Observe, Watson, » dit-il après un long examen. « Voilà quelque chose de plus éloquent qu'une douzaine de témoins. » Il désigna le rebord de pierre sous l'applique. Une fine traînée de graisse coulait vers le bas, formant une légère courbe, se terminant en une minuscule goutte sur les dalles.
Vous remarquerez, poursuivit Holmes, que la cire ne s'est pas écoulée en ligne droite, mais obliquement, comme si la bougie avait été inclinée au moment de sa fixation. Et voyez ici, le ruissellement s'est arrêté brusquement. Cela suggère un courant d'air soudain ou un retrait de la lumière. Je me penchai pour regarder, et ce faisant, ma main toucha quelque chose de fragile contre le mur. Il s'agissait d'un fragment de corde fine, d'environ 5 cm de long, effiloché à une extrémité. Holmes l'accepta avec un murmure de satisfaction. Oh, du chanvre, grossier comme on en trouve sur une lanterne ou un petit paquet. Remarquez aussi la légère empreinte sur la pierre, sous l'applique, une marque comme celle d'un bord métallique. Notre bougie n'était pas solitaire, elle avait de la compagnie, et cette compagnie a laissé sa signature. Ah, il se leva et traversa la grande porte de chêne, examinant les verrous de fer, le seuil usé et le pavage extérieur. Un agent de police se tenait là, un homme au visage frais, vêtu d'une longue cape, qui toucha respectueusement son casque. « Personne ne doit passer, monsieur, » dit-il. « L'inspecteur Mason m'a placé ici, jusqu'à votre arrivée. »« Des perturbations dans la nuit ?» demanda Holmes. « Seulement l'absence du bedeau, monsieur. » Certains jeunes gens ont parlé d'une lanterne après complis, mais ils sont plutôt fantaisistes. Holmes le remercia distraitement et s'agenouilla, scrutant le rebord usé. Il sortit alors de sa poche une fine règle qu'il posa à côté de plusieurs empreintes, à peine discernables dans l'argile. 2 séries, comme Meredith l'a décrit, murmura-t-il. Les pas les plus lourds partent vers la rivière, mais voyez-vous, la profondeur diminue soudainement, puis plus aucun signe. Le type a été pris dans les dalles ou a été soulevé. Il se leva, essuyant ses genoux humides. Une énigme ingénieuse, Watson. Nous verrons ce que l'intérieur nous réserve de plus. Dans le transept, le silence des siècles semblait planer sur les stalles et les piliers du chœur. Des rayons de soleil pâle commençaient à percer la brume, donnant vie à des particules là où elles rencontraient l'obscurité. Holmes avançait sur le trottoir, la tête penchée, s'arrêtant de temps à autre pour examiner une marque sur les dalles, ou lever les yeux vers la voûte vertigineuse. Je le suivis, notant le faible écho de nos pas dans cet espace solennel. Nous atteignîmes bientôt le pupitre où la Bible du bedeau était encore ouverte. Holmes examina la page avec une attention sérieuse. Dans la marge, à côté du verset « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité », une fine ligne était tracée d'une écriture sombre et posée. Je me penchai dessus et lus à voix haute. Une lumière allumée au transept nord. Attention à la porte. Holmes compara le manuscrit à un petit carnet qu'il avait fabriqué. Pas celui du bedeau, c'est certain, dit-il. L'encre est de bonne qualité. Les lettres sont inclinées vers l'avant, mais la pression est inégale. Un homme habitué à écrire vite, mais ici freiné par la prudence. La plume, une fine plume en acier, s'est accrochée 2 fois dans les fibres du papier. Vous en déduisez qu'il a écrit à la hâte, ai-je risqué, et avec un sens aigu du danger, ajouta Holmes.
Il y a la tache là où sa manche a effleuré l'encre humide. Il se tenait ainsi. Holmes se pencha, se redressant comme s'il était penché sur le pupitre, et il a dû se retourner brusquement en entendant un bruit derrière lui, car la ligne s'éteint. L'archidiacre, qui nous avait suivis en silence, joignit les mains. « Mais qui a bien pu écrire cela, monsieur Holmes ? Nous fermons les portes extérieures à la tombée de la nuit. Aucun étranger ne peut errer à ces heures-là. Les serrures sont de piètres compagnons pour un esprit déterminé, observa Holmes. Dites-moi, qui détenait les clés à part le bedeau ? Seulement le doyen, moi-même, le chanoine mineur Lucas et le sacristain, répondit Meredith. Mais ce sont des hommes honorables. Holmes eut un léger sourire. L'honneur, comme le vernis, a tendance à craquer sous la pression. Nous garderons nos secrets. Il fit le tour du transept, remarquant une tache de cire sur les dalles et une légère trace de suie sur la pierre près de la charnière de la porte. Il s'arrêta devant une niche sculptée où se trouvait autrefois une image de saint Thomas, depuis longtemps retirée par la ferveur de la Réforme. Quelque chose dans le renfoncement attira son attention. Il y glissa ses longs doigts et en sortit un petit objet. C'était un bouton, simple, en corne noire, avec un fil encore attaché. Une trouvaille utile, remarqua Holmes en la glissant dans une enveloppe. Nous pourrions peut-être offrir un manteau à notre compagnon invisible. En quittant le transept nord, le regard de Holmes se porta vers les fenêtres à claire-voie, dont les vitres étaient voilées par la buée. Remarquez, Watson, la hauteur de ces ouvertures, dit-il doucement. Trop haute pour une entrée facile, elles offrent pourtant une vue sur la porte même où brûlait la bougie. Un observateur pourrait observer beaucoup de choses de là. Nous pénétrâmes à nouveau dans le cloître. Holmes s'arrêta sur le seuil, observant les pierres patinées et le verre pâle qui s'étendait tout autour. Puis il se tourna brusquement vers l'archidiacre. « Monsieur Meredith, j'aurais besoin d'une liste complète de toutes les personnes liées à votre chapitre et à votre personnel, leurs fonctions, leurs habitudes et leur accès aux clés. Je vous demanderai également le nom de toute personne ayant récemment manifesté un intérêt particulier pour le transept nord ou la sacristie. »« Tu l'auras tout de suite, » dit Meredith. « Excellent. Watson, il nous faut aussi voir le sentier le long de la rivière où ses empreintes ont diminué. Mais d'abord, je propose que nous fassions la connaissance de votre chanoine mineur, Monsieur Lucas. Un homme d'une main soignée, une connaissance du latin et un goût prononcé pour les coins tranquilles. Je suis curieux de voir l'homme qui correspond à cette description. » Mon ami exprimait une certaine impatience contenue tandis que nous traversions le cloître. Il avait enfoncé les mains dans les poches de son manteau, les sourcils froncés, absorbé par ses pensées. Je me suis risqué à lui demander ce qu'il pensait de cette affaire. « Mon cher Watson, » dit-il avec une pointe d'humour, « vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je pose toutes mes cartes sur l'autel avant le début de la cérémonie. Nous avons des bribes, une bougie, une corde, un bedeau disparu, un verre d'évangile. Une fois le motif terminé, il ressemblera peut-être à une tapisserie ou à un simple emmêlé de fils. En attendant, patience. » Ainsi averti, je me tue. Pourtant, tandis que nous franchissions les dalles grises, les lourdes cloches de la cathédrale sonnèrent l'heure, leur son se répercutant dans le brouillard.
Il me sembla que l'affaire du cierge à la porte de la cathédrale s'était à cet instant à la fois amplifiée et obscurcie, et que même Holmes, malgré toute sa maîtrise, sentait le poids de quelque chose de formidable planer juste hors de notre vue. Chapitre 4. Le canon mineur, archidiacre nous conduisit par un passage voûté jusqu'à une petite cour donnant sur le côté sud de l'enceinte de la cathédrale. Là se dressait une modeste demeure en pierre grise, dont les fenêtres, à meneaux, scrutaient le dehors comme des yeux vigilants. À l'intérieur, nous trouvâmes le révérend Charles Lucas, assis à une table jonchée de partitions et de minces inquartos de théologie. C'était un homme d'environ 35 ans, de silhouette frêle, au visage délicat rendu vif par ses lunettes. Se levant à notre entrée, il s'inclina d'un air empreint de réserve et d'une pointe de courtoisie nerveuse. Holmes répondit gravement au salut et, déclinant une chaise, resta debout, ses longues mains jointes derrière le dos. « Ne vous dérangez pas, monsieur Lucas, dit-il. Nous sommes venus nous renseigner sur le bedeau, William Hargreaves, et sur un certain cierge à la porte nord du transept. » À la mention de la bougie, les lèvres de Lucas se pincèrent et une légère rougeur lui monta aux joues. « C'est une affaire pénible, monsieur Holmes. » Oh, répondit-il en nous faisant signe de nous asseoir. « Pauvre Hargreaves, une âme fidèle, quoique quelque peu encline aux scrupules. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. » Nous ne sommes pas encore en mesure de le dire, répondit Holmes. Vous le connaissiez bien, seulement dans l'exercice de ses fonctions, répondit Lucas en joignant les mains. C'était un homme ponctuel, même s'il avait parfois tendance à parler mélancoliquement de présages et autres choses du genre. Dernièrement, il semblait perturbé. Plus d'une fois, je l'ai trouvé s'attardant près du transept nord, après la prière du soir, comme s'il attendait quelqu'un. Holmes inclina la tête. A-t-il confié la cause de ce trouble? Non, et j'ai respecté sa réserve. Hargreaves était un homme de parole. Holmes laissa le silence s'éterniser, son regard parcourant la pièce. Les étagères bien rangées, le sermon à moitié écrit sur le bureau, le porte-plume bien rangé avec ses plumes. Il s'approcha doucement de la fenêtre et examina une petite lanterne posée sur le rebord. « Vous travaillez tard, monsieur Lucas ?» remarqua-t-il. « Parfois, oui. » a admis le chanoine. « Mes sermons exigent une réflexion approfondie, et la musique est pour moi un réconfort. » Holmes souleva la lanterne par son anneau, remarquant la mèche neuve et le léger parfum d'huile. « Une lumière pratique pour traverser le cloître la nuit, » dit-il en la reposant. « Dites-moi, avez-vous déjà utilisé la Bible du lutrin après complice ?» Lucas parut surpris. « En de rares occasions. Mardi dernier, j'ai demandé une référence avant les vêpres. »« Pourquoi demandes-tu cela ?»« Il y a une inscription trouvée sur la marge de Saint-Jean. » répondit Holmes d'un ton neutre. L'écriture était ferme et savante, un peu comme la vôtre. Une ombre passa sur le visage de Lucas. « Vraiment ? Je peux vous assurer, monsieur Holmes, que je n'ai rien noté de tel. La seule main que j'ai vue dans cette Bible, hormis celle de Hargreaves, est celle de monsieur Crispin, le prédicateur laïque. Il aime copier des textes et laisser des avertissements aux enfants de chœur. » Holmes échangea un regard rapide avec moi. « Monsieur Crispin, quel genre d'homme est-il » Lucas hésita, lissant la tranche d'un in-folio. « Un esprit fervent, dit-il enfin. Il est arrivé il y a quelques mois, parlant d'une mission visant à faire revivre l'ancienne foi de dévotion dans sa forme la plus pure. L'évêque l'a autorisé à s'adresser à l'Assemblée à intervalles réguliers. Il est éloquent, peut-être trop, et a gagné une certaine influence auprès de certains jeunes gens impressionnables. Est-ce qu'il loge dans l'enceinte? Non, il loue des chambres au Pilgrim's Rest, à Mercery Lane. Le visage de Holmes ne trahissait aucune de ses pensées, mais ses doigts, croisés devant lui, se tapotaient légèrement.
Une dernière question, monsieur Lucas. Étiez-vous à l'extérieur à l'heure où Hargreaves a disparu? Je n'y étais pas. Après Compli, je suis resté ici, préparant l'hymne du dimanche. J'ai entendu les cloches de 9 heures, mais plus rien jusqu'à ce que le messager de l'archidiacre me réveille. Holmes s'inclina et se retourna pour partir. Alors que nous sortions, je jetai un coup d'œil en arrière et vis Lucas immobile sous la lumière de la lampe, l'air troublé. Dans le cloître, Holmes s'arrêta pour allumer sa pipe, protégeant la flamme de ses longs doigts. « Quelle est votre impression, Watson ?» demanda-t-il tandis que nous reprenions notre promenade. Il semblait franc, répondis-je, mais mal à l'aise. Il désigna Crispin avec empressement, peut-être trop d'empressement. Holmes sourit faiblement. « Vous avez l'étoffe d'un détective, mon cher. Lucas est soit un témoin franc, soit un acteur astucieux. Sa chambre respire l'ordre. Pourtant, l'ordre est parfois le refuge d'un esprit secret. Nous nous dirigeâmes vers le sentier de la rivière, où les traces de pas s'étaient atténuées. Le brouillard s'était quelque peu levé, révélant des prairies argentées par l'humidité. Holmes se pencha à plusieurs reprises, scrutant le sol. « Observez, dit-il. Les empreintes les plus marquées persistent ici, mais s'estompent bientôt à mesure que le sol se raffermit près de la berge. Un homme aurait pu mettre un bateau à l'eau à la faveur de l'obscurité. Tandis que nous contemplions le ruisseau silencieux, la cloche de la cathédrale sonna la demi-heure, roulant solennellement sur l'eau. Holmes se redressa, le regard perdu dans le vide. « La bougie, le cordon, le bouton, la note marginale, » murmura-t-il. « Chacun est un fil, Watson. La tapisserie est encore emmêlée, mais il me semble apercevoir le métier à tisser sur lequel elle a été tissée. » Nous retournâmes au commissariat à la tombée de la nuit, une fine brume s'élevant à nouveau du sol. Holmes marchait, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, la tête baissée, l'air absorbé par ses pensées. J'avais appris à ne pas le déranger dans ces moments-là, mais je ne pus retenir un frisson en regardant la porte nord du transept, où la lumière déclinante brillait faiblement sur l'applique vide. Elle semblait se dresser telle une sentinelle, gardant le secret des sombres événements qui s'étaient déroulés là, à l'ombre des vieilles pierres. Chapitre 5. Chuchotement. Au repos du pèlerin. Le crépuscule s'était assombri, laissant place à une obscurité violette lorsque nous quittâmes l'enceinte à la recherche d'Alfred Crispin. Sur les conseils de Holmes, nous traversâmes l'étroite rue qui serpentait entre l'enclos de la cathédrale et Mercery Lane, où, au milieu d'un ensemble de maisons à colombages, se dressait le « repos du pèlerin », une modeste auberge aux fenêtres grillagées et dont l'enseigne oscillante grinçait faiblement au vent. La lueur de sa salle de dégustation projetait de chaudes lueurs sur les pavés, et le murmure des voix à l'intérieur se mêlait agréablement à l'odeur de la viande rôtie. Holmes poussa la porte et entra d'un air calme et déterminé. Le propriétaire, un gaillard corpulent au visage fleuri, s'avança précipitamment en se frottant les mains. « Bonsoir, messieurs. Voulez-vous souper ou loger? »« Ni l'un ni l'autre pour le moment, » répondit Holmes. « Nous cherchons M. Alfred Crispin. Est-il à l'intérieur ?» Le propriétaire adopta une attitude discrète et prudente. « M. Crispin est resté dans sa chambre ces derniers temps, monsieur. Un érudit, dit-il, mais je le qualifierais d'esprit agité. Il va et vient à des heures indues et a l'habitude de se faufiler par l'arrière quand la cour est calme. Auriez-vous l'amabilité de l'informer que 2 visiteurs souhaitent lui parler ?» Holmes sortit sa carte. « Le docteur Watson et moi sommes occupés à régler une affaire concernant la cathédrale. » L'homme partit, nous laissant prendre place près de la cheminée. Holmes, impénétrable comme toujours, sortit sa montre et en examina le cadran. « 10 minutes, murmura-t-il.
Il n'est pas descendu dans 10 minutes. Nous supposerons qu'il préfère parlementer ailleurs. » Il était à peine 5 heures lorsqu'un bruit de pas retentit dans l'escalier et qu'un homme grand et mince entra dans la pièce. Crispin pouvait avoir 40 ans, bien que ses habitudes ascétiques lui aient ôté la plénitude de sa jeunesse. Ses yeux, sombres et lumineux, se cachaient sous un front hautain. Un lourd manteau pendait de ses épaules, malgré la douceur de la pièce. Il nous accueillit avec un air de courtoisie grave, mais je compris qu'il y avait une pointe de vigilance dans son regard. « Vous désirez me voir, messieurs ?» dit-il d'une voix basse et distincte. Holmes désigna une chaise. « Nous menons une enquête au sujet de William Hargreaves, » dit-il. « Vous le connaissiez ?»« Seulement de vue, » répondit Crispin en s'asseyant avec une grâce délibérée. Il était appliqué, quoique peut-être trop lié par les formalités. Je l'ai exhorté 1 ou 2 fois à élever ses pensées au-dessus de la routine. Holmes le regarda attentivement. « Vous vous intéressez aux âmes, monsieur Crispin ?»« Très profond, » répondit Crispin en joignant les mains. « Nous vivons une époque où la foi s'amenuise. Je m'efforce de raviver une flamme plus pure. »« Et les bougies ?» demanda Holmes d'un ton léger. « Vous appréciez leur symbolisme ?» Le regard de l'autre vacilla et il sourit faiblement. « La lumière a toujours été un signe pour l'homme, monsieur Holmes. Un signe de guidance, de vigilance. Je l'utilise souvent dans mes discours. » Holmes inclina la tête, satisfait, mais je perçus dans son regard une lueur qui me suggéra qu'il avait remarqué le sursaut de l'homme. « Vous logiez ici la nuit de la disparition du bedeau ?»« Oui, » répondit Crispin sans hésiter. « Je me suis couché avant 9 heures. Si vous vous renseignez auprès du propriétaire, il vous le confirmera. » Holmes changea brusquement de sujet. « Vous écrivez, monsieur Crispin, des notes marginales, peut-être, dans des textes sacrés ?» L'homme sourit de nouveau, mais avec plus de circonspection. « J'écris des réflexions de temps à autre. On s'efforce de laisser une étincelle aux autres. » Holmes sortit de sa poche un bout de papier, la copie du verre et la note marginale du pupitre. « Est-ce là une étincelle de votre frappe ?» demanda-t-il. Crispin se pencha en avant, scrutant l'écriture. L'espace d'un instant, la surprise traversa son visage, puis le calme revint. « Non, monsieur, ce n'est pas moi. » Holmes ne fit aucun commentaire, mais remit le papier dans sa poche. « Vous possédez une lanterne, je crois. »« 2, en fait, » répondit Crispin avec empressement. « Un petit pour le chemin, et un autre, plus lourd, pour la route, quand je me rends au chalet des environs. Un outil utile pour les nuits sombres, » observa Holmes. « Pourrions-nous examiner le plus grand ?» Crispin hésita un instant avant de se lever. « Si vous le désirez. » Il nous conduisit par un escalier étroit jusqu'à une petite chambre simplement meublée. Dessous le lit, il sortit une lanterne en laiton d'une taille inhabituelle, dotée d'une poignée robuste et d'un volet coulissant. Holmes l'inspecta attentivement et remarqua quelques taches de cire près de la mèche. « Votre bougie brûle uniformément, » dit-il. « Une belle lampe sans courant d'air. » Crispin eut un petit rire. « Vous avez l'œil pour les broutilles, monsieur Holmes. »« Les broutilles, c'est mon affaire, » répondit Holmes en remettant la lampe. « Et vous êtes sorti récemment après Complis ?»« Uniquement pour des œuvres caritatives. » Certaines familles d'enfants de cœur sont pauvres, et je leur rends visite. Holmes le remercia et se prépara à partir. Au pied de l'escalier, Crispin nous retint avec une soudaine intensité. « Messieurs, puis-je être franc ? La cathédrale est en danger. » J'ai aperçu d'étranges silhouettes près de la rivière au crépuscule. L'une masquée, l'autre plus petite. Elles rôdent là où le brouillard s'épaissit. Si Hargreaves est parti, je crains qu'il ne soit tombé sur quelque chose censé rester caché. « Vous n'avez pas dit cela à l'archidiacre ?» demandai-je. Crispin secoua la tête. « J'ai peu d'amis là-bas. Certains trouvent mon zèle déplacé. » Holmes l'observa un instant de plus. « Je vous remercie de votre franchise, monsieur Crispin.
Si quelque chose d'autre vous vient à l'esprit, je vous prie de m'écrire au repos du pèlerin. Nous prîmes congé. Dehors, le silence régnait dans la ruelle sous une brume fraîchement tissée. Une lampe, isolée, dessinait un cercle flou sur les pavés. Holmes marchait d'un pas vif, le visage grave. Un homme de parole, Watson, et qui aime ses propres mystères. Pourtant, il y a de la sincérité dans son inquiétude, à moins qu'elle ne soit artificielle. Tu le soupçonnais? Je soupçonne tout le monde jusqu'à ce que la bougie soit éteinte, répondit-il. Alors que nous atteignions la porte de l'enclos, la cathédrale surgissait de l'obscurité, ses grandes fenêtres noires se détachant sur le ciel. Quelque part, au-delà de ces pierres, le sort de William Hargreaves et l'énigme de la bougie attendaient la patience et la perspicacité de mon ami. Chapitre 6. Une ombre sur la salle capitulaire. Le lendemain matin, le ciel était maussade et humide. Une fine pluie perlait sur les vitres de notre modeste chambre au repos du pèlerin. Holmes, assis à la petite table depuis le lever du jour, était absorbé par l'examen minutieux de ses notes de la veille. Les restes d'un petit déjeuner négligé se trouvaient à proximité. Une miche de pain, une tranche de bacon froide et l'inévitable café qu'il but avec une délectation distraite. « Tu as dormi, j'espère, Watson ?» demanda-t-il sans lever les yeux, malgré tout, dis-je en m'étirant devant les braises du feu. Le vent dans les cheminées et le craquement de cette vieille maison me tenaient mal à l'aise. Je ne pouvais ignorer le récit de Crispin sur les personnages au bord de la rivière. Holmes referma son carnet d'un coup sec. Moi non plus. Les manières de cet homme m'intriguent, un mélange de piété et de théâtre. Mais il y a de la sincérité quelque part en dessous. Je n'ai pas encore déterminé où s'arrête l'acteur et où commence le témoin. Il se leva et enveloppa son manteau. « Venez, il faut inspecter l'enceinte de la cathédrale à la lumière du jour. La nuit voile trop et je désire mesurer les distances, notamment entre le porche sud, le bedeau et la ruelle mentionnée par Crispin. La pluie s'était calmée et ne tombait plus qu'une fine bruine lorsque nous avons traversé la cathédrale. Une fine brume s'accrochait aux dalles, adoucissant chaque angle. L'immense façade se dressait tel un fantôme, ses sculptures humides et luisantes. À l'intérieur, la nef était vide, à l'exception de quelques ouvriers polissant les cuivres. L'écho de nos pas se mêlait au faible chant de l'orgue provenant du chœur. Holmes traversa silencieusement les allées, s'arrêtant de temps à autre pour faire les 100 pas ou pour vérifier l'alignement d'une porte avec les fenêtres. Accroupi près du pupitre où avait été découvert le mot de Hargreaves, il examinait le sol à l'aide d'une petite loupe. Un bedeau, grisonnant et nerveux, nous observait à distance respectueuse. « Y a-t-il eu des troubles ici cette nuit ?» demanda Holmes à l'homme. « Seulement, il arrive que quelqu'un laisse la porte sud entr'ouverte, monsieur, » répondit le bedeau. « Je trouve cela ainsi le matin, même si je la verrouille soigneusement chaque soir. » Holmes fronça les sourcils. « Et cette porte donne sur le cloître ?»« Oui, monsieur, et le cloître mène à la salle capitulaire. » Holmes me fit signe et nous suivions ensemble le chemin auquel l'homme faisait référence. Les cloîtres étaient sombres, la pluie ruisselant musicalement de leurs arches. Au fond se dressait la salle capitulaire, une salle circulaire en pierre, dont les fenêtres étaient ornées de treillis de plomb. Une légère odeur de suif flottait dans l'air. Holmes s'agenouilla, scrutant les drapeaux usés. Il sortit une petite fiole en verre et en racla une miette pâle dans une fissure. « De la graisse de bougie, Watson ?» murmura-t-il en la tenant à la lumière. « Pourtant, les bedeaux refusent d'allumer des cierges, ici. » Je regardais autour de nous avec inquiétude. La chambre était déserte, et pourtant, la sensation d'un observateur invisible me tenaillait.
Le crépitement de la pluie sur les fenêtres ressemblait à des pas furtifs. Holmes se leva et examina le cercle de stands autour des murs. Hargreaves a peut-être intercepté une affaire clandestine menée ici. Une réunion peut-être signalée par une lumière. Alors que nous retournions vers la nef, une silhouette émergea de l'obscurité. L'inspecteur Arkwright, ses lourdes bottes claquant sur les pierres. Son visage, habituellement impassible, était tiré. « Monsieur Holmes, je suis heureux de vous retrouver, dit-il. » Il s'est produit une affaire des plus déconcertantes. Un autre serviteur de la cathédrale, un jeune maçon, a été attaqué la nuit dernière par un inconnu. Il a été retrouvé à l'aube, à moitié assommé près du transept nord. Il murmure qu'une forme encapuchonnée l'a frappé. Le regard de Holmes s'éclaira. « Ah, quand avez-vous appris cela ?»« Il y a à peine une demi-heure. Le garçon se remet à la sacristie. Allons le soigner, dit Holmes. Le maçon, un jeune homme aux taches de rousseur et à la tête bandée, était allongé sur une paillasse près du feu de la sacristie. Il nous regardait avec crainte à notre approche. « Doucement, mon garçon, » dit Holmes d'un ton doux. « Tu es entre amis. » « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Le garçon déglutit difficilement. « Je revenais du chantier, monsieur, après avoir réparé une marche. J'ai entendu un grattement derrière moi dans le brouillard. Avant que je puisse me retourner, quelque chose m'a frappé, fort, ici. » Il se toucha la tempe. J'ai vu seulement une longue cape et un... Il hésita. « Oui ?» insista Holmes. Une lueur, comme une flamme de bougie, près du sol. Holmes le remercia gravement et se tourna vers Arkwright. Un adversaire audacieux, inspecteur, mais suffisamment prudent pour laisser sa victime en vie. C'est instructif. Alors que nous quittions la sacristie, les cloches commencèrent à sonner midi. Leur réverbération emplit l'air de solennité. Holmes se tenait immobile sous le porche, les yeux mi-clos. Une bougie dans la salle capitulaire. Murmura-t-il. Une porte déverrouillée, un maçon effrayé et un érudit qui parle de figures au bord de la rivière. Il y a un schéma ici, Watson, mais ses fils sont noués. Il faut les dénouer avant qu'ils ne se resserrent autour d'un autre cou. Il se dirigea vers le cloître avec une vigueur renouvelée, son manteau flottant comme une voile dans la brise humide. Quelle que soit l'énigme qui se cachait derrière ces pierres anciennes, je compris que mon ami était déterminé à la tirer vers la lumière, même si cette lumière provenait de la mèche vacillante d'une bougie périlleuse. Chapitre 7. Le poursuivant masqué ce soir-là, après une journée d'averses intermittentes et de ciel gris et maussade, l'enceinte de la cathédrale était déserte, à l'exception d'un fidèle qui rentrait chez lui précipitamment à travers la brume. Holmes et moi dînâmes avec parcimonie au repos du pèlerin, car il semblait absorbé par un calcul intérieur, ne me demandant que de le laisser tranquille jusqu'à 20 heures. À l'heure dite, il se leva de sa chaise, ses longs doigts resserrant les plis de son manteau. « Viens, Watson, » dit-il vivement, notre proie s'enhardit. « Ce soir, je propose de monter la garde. » Où ? demandai-je, même si j'en avais une petite idée. Près de la salle capitulaire et le long de ce chemin qui longe la rivière, répondit-il. Le brouillard nous sera favorable, et peut-être même à notre adversaire. Nous quittâmes l'auberge et pénétrâmes dans l'enclos sans lune, où les lampes brillaient par intermittence à travers des volutes de vapeur. La pluie avait cessé, mais les pierres étaient glissantes sous les pieds. Holmes avançait silencieusement, son chapeau baissé, chaque tendon en alerte. Il avait emporté une lanterne sourde qu'il gardait fermée. Arrivé au cloître, nous nous sommes cachés dans l'ombre profonde d'une arche, d'où nous pouvions observer le porche sud et l'étroit sentier menant aux prairies riveraines. Pendant un moment,
Seul le ruissellement de l'eau et le léger bruissement du lierre agité par le vent nous ont éclairés. Au milieu de l'heure, Holmes me toucha le bras. Un pas étouffé résonna dans l'allée du cloître. À travers la brume, nous distinguâmes une grande silhouette enveloppée d'un manteau volumineux, se dirigeant prudemment vers la salle capitulaire. Dans une main, elle tenait une petite lampe, masquée sur 3 côtés, ne laissant apparaître qu'une faible lueur. Holmes inclina la tête vers moi, les yeux brillants de concentration. « Faites-le, Watson !» Nous le suivions à distance discrète. La silhouette s'arrêta devant la porte de la salle capitulaire, jeta un rapide coup d'œil autour d'elle et se glissa à l'intérieur. Holmes s'accroupit sur le seuil, tendant l'oreille. Nous entendîmes alors le léger grincement d'un silex, puis la lueur vacillante d'une bougie filtra par la fente de la porte. Soudain, quelque part sur notre gauche, une pierre claqua. L'observateur sursauta, se retournant à moitié. Puis, avec une rapidité qui trahissait sa furtivité antérieure, il éteignit la flamme et s'élança vers la rivière. Holmes bondit en avant, et moi à sa suite. La poursuite traversa les cloîtres et descendit la pente derrière la cathédrale. La brume de la rivière s'élevait en volutes blanches, engloutissant le sentier. Notre proie courait d'un pas rapide, son manteau flottant. Il jeta un coup d'œil en arrière, et j'aperçus un visage pâle et anguleux, avant que le brouillard ne le dissimule à nouveau. Holmes accéléra le pas, mais le terrain accidenté nous gêna. L'homme disparut derrière un bosquet de saules. Nous nous élançâmes, mais le sentier était désert, la rivière lente et sombre à nos côtés. Holmes s'arrêta, essoufflé, et ouvrit les volets de sa lanterne. Son faisceau balaya les roseaux et le bord de l'eau, ne révélant rien d'autre qu'un brouillard flottant. Il a la configuration du terrain, dit enfin Holmes, l'agacement accentuant son ton. Observez, Watson, des empreintes de pas ici. Il se pencha pour examiner la boue molle, de profondes traces de talons qui se dirigent brusquement vers l'eau. Tu crois qu'il a pris la rivière? Demandai-je. Holmes secoua la tête. La berge est solide au-delà. Pas d'éclaboussure, pas de perturbation. Plus probablement un sentier caché à travers les osiers. Il s'avança de quelques mètres, puis se redressa avec un sourire ironique. Astucieux, très astucieux, il a fait demi-tour sous le couvert du brouillard. Nous revînmes sur nos pas avec prudence, nous arrêtant de temps en temps pour écouter. Tout était calme, à l'exception du croassement lointain d'une grenouille et du ruissellement humide des branches. Lorsque nous regagnâmes le cloître, l'horloge de la cathédrale sonnait 10 heures. Holmes ferma les volets de sa lanterne. « Nous avons beaucoup appris, mais peu de choses ont été acquises, » dit-il. « Notre fantôme est en chair et en os, un homme qui connaît parfaitement les lieux, qui se réunit ou se prépare à se réunir dans la salle capitulaire et qui porte toujours cette maudite bougie. Et Crispin, ai-je suggéré? Peut-être, répondit Holmes, mais pas avec certitude. La carrure est similaire, mais le visage que j'ai aperçu était plus étroit et la mâchoire rasée de près. Crispin porte une barbe courte. Il resta pensif dans l'air humide, les doigts croisés sous le menton. Il y a un autre personnage dans ce drame, Watson, ou un autre visage derrière le même masque. Demain, nous devons reparler avec Arkwright et examiner la salle capitulaire à la lumière du jour pour déceler tout signe de ce que notre fugitif cherchait à cacher. Alors que nous retournions vers l'auberge, la lune perça enfin les nuages déchiquetés, argentant les flèches et les toits de la ville endormie. Holmes s'arrêta pour les contempler, l'air pensif et exultant. « Pas à pas, mon cher ami, » dit-il doucement. « La bougie à la porte de la cathédrale nous attire, et quelque part, au-delà de cette flamme vacillante, attend la vérité. »
Chapitre 8. Holmes tente un piège. Le lendemain matin, une brume d'or pâle se leva, un soleil humide perçant les vapeurs qui persistaient autour des tours de la cathédrale. Holmes était déjà debout depuis longtemps, et je le trouvais debout à notre fenêtre, au repos du pèlerin, les mains jointes dans le dos, contemplant le crépuscule qui s'éveillait. « Watson, dit-il sans se retourner, notre proie n'est pas un simple rôdeur nocturne. La nuit dernière, il avançait avec détermination. La bougie était un signal ou un instrument. Quoi qu'il en soit, il garde quelque chose caché dans ses pierres. Je le rejoignis à la fenêtre. En contrebas, un bedeau balayait le chemin pavé. Quelques enfants de chœur passèrent en hâte, leurs surplis blancs voletant comme des colombes effrayées. « Vous comptez continuer la veillée » demandai-je. « Pas de la même manière, » répondit Holmes. « Il est alerte maintenant et ne se montrera pas aussi facilement. » Non, nous devons le convaincre d'agir en lui présentant la bonne tentation. Il se retourna plein d'énergie. « Viens, Watson. » Il faut qu'on voie Arkwright. L'inspecteur Arkwright nous reçut dans son bureau provisoire, une pièce sombre, attenante au cloître, tapissée de registres et dégageant une légère odeur de pierre humide. Il paraissait las, mais se réjouissait visiblement à l'entrée de Holmes. « Vous avez des nouvelles, monsieur Holmes ? Plutôt un projet ?» dit Holmes en s'asseyant au bord du bureau. « Votre agresseur du franc-maçon et l'auteur du rite des bougies sont, je le soupçonne, une seule et même personne. Il cache quelque chose dans la salle capitulaire. Peut-être des documents, peut-être un objet volé. Pour le démasquer, nous devons préparer une scène à laquelle il ne pourra résister. » Arkwright fronça les sourcils. « Un piège ? » Ah, exactement. « Ce soir, nous ferons savoir, par des moyens susceptibles de lui parvenir, que j'ai découvert un indice décisif et que je le retirerai à minuit. Je me cacherai dans la salle capitulaire, muni d'une petite lampe. Watson restera à proximité. Si notre ami rôde, il trouvera bien plus qu'un indice. » Le visage lourd de l'inspecteur s'éclaira. « Une idée formidable. Je placerai 2 agents à la porte du cloître. » Holmes secoua la tête. « Non, c'est trop évident. Notre homme est sur ses gardes. La moindre interférence le renverra dans le brouillard. Nous 3 seuls devons suffire, et même dans ce cas, vous et vos officiers devez rester hors de vue jusqu'à ce que je donne le signal. » Holmes passa le reste de la journée dans une activité incessante, mesurant minutieusement le sol de la salle capitulaire et scrutant le sentier qui longeait la rivière avec une expression de satisfaction croissante. Il se procurait chez un forgeron local un outil curieux, une fine tige munie d'un minuscule crochet qu'il glissa dans sa poche sans explication. Le soir arriva, calme et frais, la brume se levant pour révéler une lune décroissante au-dessus des toits. Holmes, enveloppé dans une cape sombre, nous guida à travers le cloître silencieux. « Watson » murmura-t-il alors que nous approchions de la porte de la salle capitulaire. « Observez comme la serrure porte des rayures récentes. Notre ami est venu ici plus d'une fois. À l'intérieur, la chambre était silencieuse, ses murs ronds pâles sous le clair de lune qui filtrait à travers les entrelacs de pierre. Holmes installa une lampe trapue derrière une stalle, de sorte que sa lumière baignait le sol. Il examina attentivement les dalles, s'arrêtant sur une dalle près du centre, dont la pierre était polie par des siècles de marche. Sortant la tige, il glissa le crochet dans une fine fissure et souleva délicatement un petit bloc carré, pas plus gros qu'un livre. En dessous se trouvait une cavité juste assez profonde pour contenir un colis enveloppé dans un tissu huilé. Holmes remit la pierre en place sans en altérer l'alignement. « Ainsi, Watson,
murmura-t-il, les yeux brillants. Notre visiteur nocturne ne vient pas pour vénérer, mais pour garder une cachette secrète. Nous verrons bientôt quelle valeur il lui accorde. Nous nous sommes retirés dans l'ombre derrière les stalles du chœur, Holmes se positionnant là où il commandait à la fois la porte et la cachette. « Patience, mon cher, » murmura-t-il. « Il veut frapper à nouveau, ce sera ce soir. » Le temps s'écoulait avec une lenteur pénible. La cathédrale était une caverne baignée d'un clair de lune, voilée par des courants d'air chuchotants. Au loin, le murmure étouffé de la rivière parvenait. Enfin, un léger craquement résonna dans le couloir extérieur, suivi du tour furtif d'une clé. Holmes toucha ma manche. La porte s'ouvrit et une silhouette masquée se glissa dans la pièce, fermant le portail d'une main prudente. Un instant plus tard, une petite flamme jaillit, la bougie familière, grésillant dans son culot de laiton. L'intrus se glissa jusqu'à la dalle qu'Holmes avait découverte et s'accroupit pour la soulever. Holmes s'avança, sa voix fendant le silence comme un fouet. « Cela suffira, monsieur. » L'homme se retourna, la bougie projetant des ombres sauvages sur son visage. Et je reculai, car c'était en effet Alfred Crispin. Ses traits habituellement graves, déformés par un regard de fureur effrayé. Chapitre 9. Les secrets sous la pierre. L'espace d'un instant, nous restâmes tous les trois figés. Holmes, grand et imposant dans la cabine sombre. Crispin, sa bougie levée comme un petit tison. Et moi, à moitié accroupi derrière le banc où Holmes m'avait placé. Le seul bruit était la faible goutte d'humidité tombant du toit. Crispin reprit ses esprits le premier. « Monsieur Holmes » s'exclama-t-il en baissant légèrement la mèche. « Vous m'avez fait sursauter. » Holmes s'avança, le visage indéchiffrable. « C'est vous qui nous avez surpris, monsieur Crispin. On ne s'attend pas à ce qu'un théologien occasionnel rôde dans la cathédrale à minuit, soulevant des pierres à la lueur des bougies. « Je peux vous expliquer » dit rapidement Crispin, la voix teintée d'une inquiétude sérieuse. « Et d'abord, permettez-moi de protéger cette flamme. Ces courants d'air pourraient tout incendier. » Il plaça la bougie dans une petite lanterne en corne et se tourna vers nous, son regard scrutant avec inquiétude la dalle à ses pieds. Holmes le regarda d'un air glacial. « Veuillez m'expliquer. » Crispin hésita, puis se redressa avec un effort de sang-froid. « Très bien. Sous cette pierre se trouve un colis qui m'a été confié. Il s'agit d'une question de conscience et d'histoire plutôt que d'un crime. Je voulais seulement m'assurer qu'il ne serait pas dérangé. » Le regard de Holmes se posa brièvement sur la dalle. Une noble déclaration. Et pourtant, vous avez omis de la mentionner en plein jour lorsque je vous ai interrogé. Je craignais, répondit Crispin, que vous ou l'inspecteur insistiez pour l'ouvrir, et le secret n'est pas entièrement mien. La voix de Holmes, bien que douce, avait la force d'un coup de pistolet. À qui donc ? Avant que Crispin puisse répondre, la porte derrière nous grinça violemment. Une silhouette sombre fit irruption dans la pièce, me projetant contre la cabine. La bougie vacilla follement tandis que le nouveau venu se précipitait vers la pierre cachée. Holmes bondit pour l'intercepter, mais l'intrus frappa avec une force surprenante, le faisant chanceler momentanément. J'entrevis un visage étroit, rasé de près, celui que nous avions poursuivi le long de la rivière. L'homme se dirigea vers la sortie, agrippé à quelque chose que Crispin avait arraché des mains. Je me précipitai en avant, mais mon pied glissa sur les dalles usées et je tombai lourdement. Holmes se redressa et bondit à la poursuite du fugitif. Mais il disparut presque aussi vite qu'il était venu, disparaissant dans le cloître brumeux. Pendant un instant, il n'y eut que l'écho des pas qui s'éloignaient et le crépitement de la bougie. Holmes revint, les mains vides, mais serein. « Vite, Watson, barrez la porte !» dit-il. J'obéis et fermai le lourd verrou.
Crispin tremblait, une main sur le front. « Il l'a pris !» s'écria-t-il. Les yeux de Holmes brillèrent. Il y avait donc bien quelque chose qui valait la peine d'être volé. Rassurez-vous, monsieur. Nous devons savoir précisément à quoi nous avons affaire. À contre-cœur, Crispin s'assit sur une stalle et parla à voix basse. C'est un manuscrit, une simple feuille, mais ancienne. Le mois dernier, en examinant des archives de la bibliothèque de la cathédrale, j'ai découvert une feuille volante, cachée entre des reliures. Elle portait un texte latin et un nom lié, je crois, à une sépulture. Importante. Je craignais qu'elle ne soit malmenée, ou que son contenu ne jette une lumière peu charitable sur le passé du chapitre. Je l'ai cachée ici, sous la pierre, en attendant de pouvoir décider de ce que l'honneur exigeait. « Et vous ne l'avez dit à personne ?» demanda Holmes. « Seulement Hargreaves, » admit Crispin après une pause. Il était loyal, discret. Je lui ai demandé de monter la garde pour voir si d'autres cherchaient le même indice. Puis, il a disparu. Holmes échangea un regard avec moi, puis se pencha pour examiner à nouveau la dalle. Les bords étaient fraîchement éraflés. À côté se trouvait un morceau de tissu huilé, déchiré par la hâte de l'intrus. Il le glissa dans sa poche. « Vous dites que le document concerne un enterrement ?» dit lentement Holmes. « Une personne importante, je suppose ?» Crispin secoua la tête. « Je n'ose pas en dire plus sans preuve. » Mais le document cite un bienfaiteur de la cathédrale et laisse entendre que sa fin n'était pas naturelle. Holmes se redressa, ses lèvres fines pincées. « Très bien, cela suffira pour le moment. » Il se tourna vers moi. « Watson, raccompagnez M. Crispin sain et sauf à son logement. Je vais faire une reconnaissance des lieux. Le voleur ne risquera pas de s'enfuir avec une prise aussi fragile. Pas encore. » Dehors, le cloître était noyé dans la brume. Holmes s'arrêta sur le seuil, une lanterne ombrageant son visage. « 2 joueurs sont sur l'échiquier, Watson. Crispin, le dépositaire de secrets, et notre agile inconnu, qui les convoite. Entre eux se trouve le destin de Hargreaves, et peut-être plus que le sien. » Tandis que nous raccompagnions l'érudit bouleversé au repos du pèlerin, Holmes resta silencieux, avançant d'un pas rapide et déterminé. Une seule fois, alors que nous passions devant l'ombre menaçante de la grande porte sud, il parla, plus à lui-même qu'à moi. Un manuscrit, un enterrement. « Une bougie dans le noir, » murmura-t-il. « Nous sommes proches, Watson, mais pas encore assez pour allumer l'étincelle. » Chapitre 10. Le manuscrit révélé. Lendemain matin, après le tumulte de la salle capitulaire, Holmes était déjà dehors, me laissant prendre mon petit déjeuner avec un Alfred Crispin un peu pâle, mais plus serein. Dehors, l'air était glacial, le brouillard de la nuit précédente ayant cédé la place à une clarté fragile qui faisait briller les pierres de la cathédrale comme fraîchement taillées. Holmes nous rejoignit vers le milieu de la matinée, traversant la cour pavée d'un pas ample. Il semblait vivement en vie, un homme revigoré par la poursuite plutôt que lassé. « Eh bien, Watson, monsieur Crispin, » dit-il en jetant son écharpe. Notre visiteur était agile mais pas impeccable. J'ai trouvé sur les marches du cloître une goutte de cire de sa bougie et, plus révélateur encore, l'empreinte d'un talon portant une petite entaille sur la semelle. Une tache que j'avais remarquée lorsque nous l'avons poursuivi le long de la rivière. Le même homme sans aucun doute. Les mains anxieuses de Crispin agrippèrent sa tasse. « Mais le journal, monsieur Holmes !»« Il l'a toujours. Pour l'instant, » répondit calmement Holmes. « Il ne peut pas lire ce qu'il a volé au clair de lune, et la lumière du jour le rendra méfiant. Cela nous laisse une faible marge de manœuvre. » Il s'assit en face de Crispin et le fixa du regard. « Il est temps, monsieur, de parler franchement. Nous devons savoir précisément ce que contenait ce document. » Crispin coloria légèrement,
puis sortit d'une poche intérieure un petit carnet. « J'appréhendais cette heure, dit-il en l'ouvrant à une page où des lignes de latin étaient écrites d'une écriture soignée. J'ai recopié le texte avant de cacher la feuille. Tiens, tiens. Holmes et moi nous sommes penchés sur l'écriture. Le titre, en caractères délavés, disait « L'enterrement de Thomas de Morlaix », 1143 en dessous, écrit en latin à la hâte, se trouvait un écrit indiquant que Morlaix, un riche chanoine, avait péri par violence non chrétienne et que, pour sauver l'honneur du chapitre, il avait été enterré secrètement sous la porte sud, à l'endroit où les pèlerins s'agenouillent. Les yeux de Holmes brillèrent. Un enterrement clandestin sous le seuil même de la porte, et quelqu'un craint cette révélation. Crispin hocha gravement la tête. Vous comprenez mon dilemme. La page était cachée dans un vieux registre de dons à la cathédrale. Si elle était rendue publique, elle jetterait une ombre sur des noms vénérables. Holmes tambourina des doigts sur la table. Et Hargreaves, il m'aidait, avoua Crispin. Je lui ai demandé de vérifier le lieu de sépulture. 2 nuits plus tard, il a disparu. Holmes se leva et arpenta la petite pièce. Alors le voleur que nous avons surpris cherche à empêcher cette information de refaire surface ou à l'exploiter à son profit. Il s'arrêta, la tête penchée, songeur. Il y a aussi la question de la bougie, omniprésente dans ses mouvements. Crispin parut perplexe. Un rituel? Peut-être un signal pour un complice, ou un outil pour fouiller les fissures du trottoir. Holmes esquissa un mince sourire. L'ingéniosité criminelle emprunte souvent les attributs de l'innocent. À ce moment, l'inspecteur Arkwright entra, essuyant le froid de ses bottes. Holmes ne perdit pas de temps, racontant le vol et la teneur du manuscrit. Le visage enflammé de l'inspecteur s'assombrit. Alors, nous avons affaire non seulement à de la violence, mais aussi à un sacrilège, dit-il. Je ferai poster des agents à chaque porte dès ce soir. Holmes leva une main pour le retenir. Non, non, une force brutale effraierait notre adversaire et le forcerait à cacher le papier hors de portée. Subtilité, inspecteur, subtilité? Nous irons directement à l'endroit mentionné, le pavé devant la porte sud. Si notre voleur cherche ce qui se cache en dessous, nous pourrons le devancer. Nous nous dirigeâmes tous les trois vers la fraîcheur matinale. Un soleil pâle éclairait la façade de la cathédrale, ses grandes fenêtres luisantes de givre. Devant la porte sud s'étendait une rangée de pierres usées où des siècles de pèlerins s'étaient agenouillés. Holmes les examina une à une, choisissant finalement une dalle marquée d'une croix pâle. Il la tapota légèrement avec sa canne. Le ton était monotone. « Watson, prête-moi ton canif le plus robuste, » dit-il. S'agenouillant, il retira une pincée de mortier du joint, révélant une minuscule fissure sur le bord. Ah, comme je le supposais, cette pierre a été soulevée mais replacée avec une grande astuce. Avec l'aide d'Arkwright, Holmes souleva la dalle suffisamment pour pouvoir regarder en dessous. Une étroite cavité apparut, vide à l'exception d'une trace de poussière. « Trop tard », murmura Holmes. « Quelqu'un l'a volé. Alors Hargreaves, commençai-je. Peut-être découvert ici et réduit au silence, dit Holmes d'un ton grave, ou emprisonné jusqu'à ce qu'il divulgue ses découvertes. Quoi qu'il en soit, l'indice avance à grands pas. Il remit la pierre en place et épousseta ses doigts. Allons, messieurs, nous devons déterminer qui, parmi les fidèles de la cathédrale, avait connaissance de cet enterrement et la volonté de l'exploiter. Et nous devons retrouver notre voleur avant qu'il ne décide que le papier est plus à l'abri dans le feu que dans sa poche. Les yeux de Holmes se plissèrent tandis qu'il observait la cour silencieuse. « Il joue gros, Watson ?» Mais l'échiquier s'éclaircit. « Avant qu'un autre soleil ne se couche, j'espère pouvoir jouer notre prochain coup et peut-être mettre notre adversaire en échec. »
Chapitre 11. La garde aux chandelles. Il était presque le crépuscule lorsque Holmes annonça qu'il avait l'intention de veiller dans la cathédrale cette nuit-là même. « Vous comprenez, Watson, dit-il, que notre proie ne risquera guère de brûler le document ou de l'enterrer à nouveau tant qu'il doutera de notre connaissance. S'il reste quelque chose à saisir sur les pierres elles-mêmes, ou si notre bedeau disparu se cache quelque part, il faudra le retrouver au plus vite. L'obscurité nous offrira un abri. L'inspecteur Arkwright, qui nous avait rejoints au parloir du doyenné, semblait dubitatif. « Je peux envoyer une escouade cachée dans les transepts, » dit-il, « et un homme posté à chaque porte. » Holmes secoua la tête avec une emphase discrète. Trop de bottes, trop d'ombre. Un ou deux observateurs seulement, sinon notre adversaire à la chandelle flairera une embuscade et disparaîtra à nouveau dans le marais. C'est ainsi que, peu avant 10 heures, Holmes, l'inspecteur et moi fûmes admis par Crispin par une porte latérale. La cathédrale, obscure à l'exception d'une seule lanterne, était une vaste caverne aux arches obscures et aux pâles rayons de lune filtrant à travers de hautes fenêtres. Le souffle des siècles y flottait, lourd et solennel. Holmes ordonna que la lanterne soit placée derrière un pilier près de la porte sud. « Protégez-la, Watson, » dit-il, « car j'ai l'intention d'utiliser l'instrument même que le voleur a choisi, la lumière d'une simple bougie. » De la poche intérieure de son pardessus, il sortit une grande bougie et la plaça dans un bougeoir sur les dalles, sa petite flamme projetant des reflets dorés et frémissant sur les seins sculptés au-dessus. Nous attendions, dans un profond silence. La grande horloge de la tour nord sonnait 11 heures. Ses notes graves résonnaient dans la nef avant de s'éteindre. Au loin, un filet d'eau résonnait, lent et régulier, comme si les pierres elles-mêmes marquaient les instants. Holmes s'accroupit près de la dalle qu'il avait examinée le matin même, son regard perçant, scrutant chaque joint. « Remarquez, Watson, » murmura-t-il, comme la bougie présente une fine pellicule de cire sur ce bord. Une main plus sûre que la mienne a déjà posé un cierge ici. Minuit sonna. Alors que la dernière vibration s'estompait, un léger bruissement nous parvint du cloître. Holmes fit un geste brusque pour réclamer le silence. Un mince faisceau, pas plus large qu'un doigt, traversa l'arche. La lueur d'une autre bougie. La silhouette qui entra était vêtue d'une cape et d'une capuche. Il s'agenouilla devant la porte sud, posant sa bougie à côté de celle de Holmes. Puis, tirant un outil de sous sa cape, il commença à soulever le mortier détaché de la pierre. Holmes s'avança comme une ombre. En un instant, son long bras se tendit et saisit le poignet de l'intrus. « Du calme !» s'écria Holmes. « Vous êtes en présence de témoins, et tout autre incident ne vous servirait à rien. » L'homme laissa échapper un cri étranglé et tenta d'éteindre la flamme, mais Arkwright bondit de son poste et lui serra lourdement l'épaule. À eux deux, ils écartèrent la capuche, révélant le visage pâle et étroit de M. Ellison, le bibliothécaire adjoint de la cathédrale. Crispin, resté caché dans une cabine voisine, poussa un cri. « Ellison !» Grand Dieu! Le prisonnier ne dit rien, mais ses lèvres étaient crispées, empreintes d'une défiance obstinée. Holmes le regarda avec une curiosité froide. « Vous avez joué un jeu périlleux, monsieur, » observa-t-il. « La bougie à la porte, les fouilles furtives nocturnes, et maintenant la pierre elle-même, tout cela témoigne de celui qui sait précisément ce qui se cache en dessous. » Les yeux d'Ellison clignotèrent, mais il garda le silence. Holmes se redressa. « Inspecteur, enfermez notre ami dans une pièce calme. » « Je vais lui parler tout à l'heure. Mais d'abord,
Examinons quel trésor il tenait tant à récupérer. Avec l'aide d'Arkwright, Holmes souleva à nouveau la pierre. Cette fois, un paquet enveloppé dans du ciré se trouvait dans le creux. Holmes le tira et le déposa délicatement sur le trottoir. Le paquet contenait 2 objets, le parchemin manquant et, à notre grande surprise, un petit étui en velours. À l'intérieur de ce dernier brillait une croix ornée de pierres précieuses, dont les rubis scintillaient dans la lumière vacillante. Crispin le regarda, horrifié. « La croix de Saint-Éthelred » s'exclama-t-il. « Mais cette relique est perdue depuis 2 siècles. » Holmes examina la relique avec un intérêt clinique, puis la replaça avec révérence. « Perdue ou dissimulée ?» dit-il. « Nous commençons à comprendre pourquoi des hommes ont risqué leur vie et leur honneur pour préserver cette pierre. » Il remit la dalle en place, lissant la poussière. « La question demeure, Watson, » dit-il doucement. « Si le secret était gardé par révérence ou par avarice. » La lueur des bougies tremblait sur son visage, accentuant les lignes de son profil, semblables à celles d'un faucon. « Demain, poursuivit-il, nous apprendrons de M. Ellison jusqu'où son ambition l'a porté, et si le pauvre Hargreaves respire encore l'air de la liberté. » Sur ce, Holmes éteignit la flamme, nous plongeant une fois de plus dans le silence profond de la cathédrale. Chapitre 12. Le comte du Bedeau. Le lendemain matin, gris et sans vent, une brume humide s'accrochait au bas de l'enclos, comme si elle hésitait à lever le voile sur les secrets de la nuit. Je trouvai Holmes dans le cabinet du doyenné, debout à la fenêtre, les mains jointes dans le dos. Il avait l'air, me sembla-t-il, moins triomphant que pensif, comme si la capture d'Ellison ne lui avait pas apporté toute la satisfaction qu'il aurait pu espérer. Sur la table se trouvait le paquet de toiles cirées, soigneusement remballé, à côté du carnet de l'inspecteur Arkwright. Crispin se tenait à proximité, pâle et anxieux, tandis que l'inspecteur lui-même s'occupait d'une théière. Holmes s'est retourné quand je suis entré. « Watson, » dit-il, « notre prisonnier se montre taciturne. Quelques questions brutales dans la nuit n'ont abouti qu'à un silence obstiné. Il faut le convaincre par un autre moyen. » Arkwright grogna. « Je suis sûr qu'une cellule en prison lui délira la langue. » Holmes secoua la tête. « Ellison n'est pas un scélérat endurci. C'est un érudit, timide de nature, qui a trébuché en eau trouble. Une main dure le poussera plus profondément dans le subterfuge. » Il fit un geste vers Crispin. « Monsieur Crispin, je pense que vous pouvez l'emporter là où l'uniforme échoue. Ellison compte depuis longtemps sur votre protection. » Crispin, bien que visiblement nerveux, accepta. Sur la suggestion de Holmes, nous organisâmes l'entretien dans la bibliothèque du chapitre, où l'odeur du cuir de veau et du vieux bois donnait une impression de gravité et de sobriété. Ellison attendait assis, pâle mais serein, les mains jointes sur la table. La faible lumière matinale traversait les fenêtres, à meneaux, dessinant des barres argentées sur les folios poussiéreux derrière lui. « Monsieur Ellison, » commença Holmes en s'asseyant en face de lui, « parlons franchement. Vous avez été appréhendé hier soir alors que vous retiriez une pierre sous laquelle se trouvait une relique et un certain papier. La partie est jouée. La seule question qui reste est de savoir si vous allez expliquer vos actes ou nous laisser les déduire. Une déduction qui pourrait vous faire voir plus sombre que la vérité. » Les doigts du bibliothécaire tremblaient légèrement. Il jeta un coup d'œil à Crispin, dont le regard était ferme mais sans amertume. Finalement, Ellison soupira. « Je ne voulais pas commettre de méchanceté, » dit-il à voix basse. « Je voulais seulement préserver ce qui n'aurait jamais dû être découvert. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Vous parlez du parchemin ou de la croix ? » « Les deux, » répondit Ellison. «
La feuille trouvée par M. Crispin faisait partie d'un document plus vaste, caché il y a des siècles par le propre scribe du doyen Morlaix. Elle évoquait non seulement une mort impie, mais aussi un trésor déposé auprès du corps, la croix de Sainte Ethelred, rapportée du sanctuaire avant l'arrivée des soldats de Cromwell. Hargreaves est tombé sur la dalle alors que nous cataloguions les réparations du sol. Il a été séduit par l'histoire de richesses cachées et a pris son courage à deux mains. Ah! Holmes se pencha en avant, les doigts joints. Alors Hargreaves vous a pressé? Oui, admit Ellison d'un ton misérable. Il nous a incités à soulever la pierre de nuit et à partager ce qui se trouvait en dessous. J'avais peur de le voler, mais je craignais de le trahir, de peur qu'un scandale n'éclate autour du chapitre. Quand nous avons enfin ouvert la cavité, nous avons trouvé la croix et le papier. Hargreaves les a volés, jurant de vendre le joyau à l'étranger. Crispin poussa une exclamation involontaire. Ellison baissa la tête. J'ai essayé de le raisonner, mais il s'est enfui dans le brouillard. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je n'ai pas osé avouer. J'ai pensé récupérer la relique seule et la restituer discrètement avant que l'alerte ne soit donnée. Holmes tapota pensivement la table. Vous dites que Hargreaves s'est enfui avec les deux objets, et pourtant, hier soir, nous les avons trouvés cachés sous la dalle. C'est ce qui me déconcerte, murmura Ellison. Quelqu'un a dû l'intercepter ou alors il s'est repenti et les a rendus. Holmes se leva et fit les 100 pas, le regard perdu dans le vide. Revenu? Oui, mais non sans laisser une trace. Il se retourna brusquement. Ellison, quand Hargreaves vous a quitté, par où a-t-il couru? De l'autre côté de l'allée, vers le sentier qui longe la rivière, répondit Ellison. Il portait une lanterne. Je l'ai vu briller entre les ifs. Holmes hocha lentement la tête, comme si une carte intérieure s'alignait. Et la bougie que vous avez utilisée à la porte sud, d'où vient cette habitude? C'était l'idée de Hargreaves, dit Ellison. Il s'imaginait qu'une lumière apaiserait l'esprit des morts. C'était une folie, je sais, mais je l'ai acceptée. Le visage de Holmes s'adoucit un instant. La superstition a souvent servi de couverture à des dessins bien terrestres, remarqua-t-il. Puis, s'adressant à Arkwright, « Inspecteur, nous devons fouiller à nouveau le sentier de la rivière, en particulier près de l'ancienne écluse du moulin. J'ai remarqué hier soir un fragment de cuir de botte coincé dans le bois. » Arkwright saisit son chapeau. « J'envoie des hommes immédiatement. » Holmes le retint d'un geste. « Pas de troupes, je vous en prie. Trop de regards pourraient perturber notre proie ou nos preuves. Un groupe discret de 3 suffira. » Tandis que l'inspecteur partait prendre ses dispositions, Holmes remit le paquet dans son emballage et le tendit solennellement à Crispin. « Gardez ceci sous clé, » dit-il, « jusqu'à ce que le doyen en décide lui-même. Pour ma part, la croix et le dossier ne sont que des pièces sur l'échiquier. La question essentielle est « Où est Hargreaves ?» et qui, hormis Ellison, convoitait ce qui se trouvait sous cette pierre. Il enfila son manteau, l'air vif. « Bien, Watson. Une promenade au bord de la rivière pourrait dissiper plus de brouillard matinal. » Et sur ce, Holmes quitta la bibliothèque, ses yeux s'illuminant de la lueur caractéristique d'un chasseur se rapprochant de la piste. Chapitre 13. L'écluse au bord de la rivière, elle. Après-midi était froid et mordant tandis que Holmes et moi avancions sur le sentier qui longeait l'enclos de la cathédrale et descendait vers la rivière. La brume, qui à l'aube s'était accrochée aux avant-toits, s'était maintenant levée en bannière déchiquetée, révélant des ormes nus et le reflet terne de l'eau glissant entre les berges joncheuses. Holmes marchait à grands pas, la tête penchée, les mains enfoncées dans les poches de son ulster, son regard perçant se posant de temps à autre vers le sol. « Par ici, Watson, » murmura-t-il, en s'arrêtant là où le sentier s'élargissait
près d'un hangar à bateau à moitié détruit. Tu vois comme le gazon est pressé au bord? 2 hommes se tenaient là, l'un après l'autre, peu après. Il s'agenouilla, examinant de légères traces dans la boue. Et ici, la marque d'une botte plus lourde, Hargreaves, à en juger par la profondeur de l'empreinte. Observe comme les orteils pointent vers l'écluse. Nous avons suivi le chemin usé jusqu'à ce que la structure basse en bois de l'ancienne écluse du moulin apparaisse, sa roue immobile depuis longtemps, mais le courant toujours rapide en dessous. Un filet d'écume pâle marquait l'endroit où le courant s'engouffrait par les vannes entr'ouvertes. Holmes s'arrêta, scrutant le bord de l'eau. « Là, dit-il doucement, désignant une écharde coincée entre 2 poutres, une bande de cuir sombre, trempée et raide. Il la dégagea avec sa canne. Du talon d'une botte en bon état taillée près du corps à la campagne, exactement comme celle que portait Hargreaves lorsque nous avons examiné la porte sud. Il jeta un coup d'œil à l'eau vive. « Je crains, Watson, que notre malheureux bedeau ait eu un accident ici. Accident ou involontaire, cela reste à voir. Nous avons continué nos recherches le long de la berge. » Holmes, avançant avec une patience infatigable, se penchant tantôt pour scruter les racines emmêlées, tantôt pour sonder les roseaux. Avec sa canne, il poussa une petite exclamation et me fit signe. Enfoui dans une touffe de carex se trouvait un petit objet, une clé en laiton, décolorée par l'humidité, mais encore légèrement luisante. Holmes le retourna entre ses doigts. « Ce n'est pas un objet de cathédrale, dit-il. Notez la simplicité du morceau et le léger numéro gravé sur le nœud, 17. Un casier peut-être, ou un coffre. Il le glissa soigneusement dans sa poche. Un cri nous parvint en aval. L'inspecteur Arkwright se précipitait vers nous, un agent sur ses talons. « Monsieur Holmes » cria-t-il. « Nous avons trouvé quelque chose… » Là, près de la 2e porte. Holmes et moi les avons rejoints, là où une branche tombée gisait accrochée à l'écluse. Coincé entre les brindilles, se trouvait un morceau de laine, sombre et trempé. Holmes l'examina gravement. La manche d'un manteau grossier, dit-il, déchirée là où quelqu'un a saisi le porteur, ou là où elle s'est accrochée en luttant contre le courant. Il la renifla brièvement. La lanoline, provenant d'un récent huilage contre la pluie. Hargreaves prenait soin de ses vêtements. Arkwright semblait mal à l'aise. Tu crois qu'il est allongé là-dedans? Il fit un signe de tête en direction de l'eau bouillonnante. C'est possible, répondit Holmes. Mais voyez, les portes ne sont qu'à moitié baissées. Un homme pourrait passer en dessous et être emporté jusqu'au bras mort là-bas. Il regarda l'inspecteur d'un air neutre. Demandez à vos hommes de fouiller le long du bassin le plus éloigné et sous la plateforme du moulin, mais discrètement. Notre adversaire pourrait encore nous observer de quelque façon dissimulée. Tandis que le gendarme escaladait l'écluse, Holmes m'entraîna à l'écart. Réfléchis, Watson. Ellison déclare que Hargreaves s'est enfui avec une relique et un parchemin. Et pourtant, nous les avons retrouvés. Quelqu'un d'autre est intervenu. Soit Hargreaves est revenu repentant et a eu un accident ici, soit une main plus impitoyable s'est débarrassée de lui et a remis le butin pour détourner les soupçons. Vous insinuez, dis-je, qu'Ellison n'est peut-être pas le seul acteur. Exactement. La chaîne de possession. Holmes sourit devant mon air perplexe. La séquence de possession du trésor et de la date est le pivot de l'affaire. Tant que nous n'aurons pas résolu ce problème, le mobile restera flou. Il se tut, les yeux plissés par l'eau tumultueuse. Puis, prenant une décision soudaine, il retourna vers l'inspecteur. « Il me faut une lanterne, une corde et, si vous pouvez trouver, un crochet solide, dit-il. Il y a quelque chose de coincé contre la roue. Avec l'aide d'Arkwright, nous avons abaissé la vanne pour endiguer le courant.
Holmes se pencha dangereusement, sondant sous la roue avec le crochet. Après quelques instants de tension, il sortit une bourse de cuir trempé, attachée avec une corde. Sur la berge, il dénoua les nœuds. À l'intérieur se trouvaient quelques pièces, un petit carnet et, plus révélateur encore, un morceau de parchemin déchiré dont le bord correspondait à la feuille que Crispin nous avait montrée. Holmes le présenta à la lumière. Le reste du document, souffla-t-il, ou presque. Il glissa le fragment dans sa poche et se redressa, l'air indéchiffrable. « Allez, Watson, inspecteur, le jour décline et j'ai beaucoup à régler avant la tombée de la nuit. Quelqu'un a joué gros à Cathedral Close. Avant la fin de la journée, j'ai l'intention de découvrir à qui appartient vraiment ce jeu. » Chapitre 14. La logique de la clôture. Les lampes venaient d'être allumées dans le salon du doyenné lorsque Holmes nous réunit ce soir-là. Un feu vif crépitait dans la cheminée, projetant de longues ombres sur les boiseries. L'inspecteur Arkwright se tenait près de la cheminée, se frottant les mains pour profiter de la chaleur, tandis que Crispin s'attardait près de la fenêtre, pâle de fatigue mais avide de nouvelles. Sur la table gisaient les découvertes de Holmes, la pochette en cuir, le carnet trempé et le fragment de parchemin récupéré de l'écluse. Holmes, assis droit dans un fauteuil, nous regardait avec une profonde sérénité qui, je le savais, annonçait un dévoilement complet de sa pensée. « Messieurs, commença-t-il, nous en sommes au bout des conjectures. Il ne reste plus qu'à classer les faits dans leur ordre. » Il souleva le parchemin déchiré. Ceci, joint à la feuille, trouvée par M. Crispin, complète le dossier que le chanoine Morlaix, tué dans la tourmente de 1943, a été déposé secrètement sous la porte sud avec la croix ornée de pierres précieuses. Pendant des siècles, la connaissance est restée endormie jusqu'à ce que la diligence de notre ami M. Crispin la fasse sortir de sa tombe. Crispin rougit légèrement. « Je voulais seulement préserver les archives. » murmura-t-il. « En effet, » dit Holmes avec gentillesse, « mais la main qui soulève la poussière pourrait réveiller plus de gens qu'elle ne le souhaite. Vous avez montré le fragment à Ellison. Ellison, timide mais impressionnable, l'a dit à Hargreaves. L'imagination du bedeau était enflammée. Il flairait le profit. Voilà, Watson, notre première étape. » Holmes désigna la bourse en cuir. Une nuit, ils soulevèrent la pierre ensemble. Ils trouvèrent la croix et le registre entier. Hargreaves, craignant de partager, s'empara des deux et s'enfuit vers la rivière. Ellison, consterné, rentra chez lui pour examiner sa conscience. Les yeux de Holmes brillèrent. Voici notre troisième inconnu, le véritable opportuniste. Quelqu'un les a observés près de la pierre, peut-être à travers une fente du jubé. Suivant Hargreaves, il l'a attaqué près de l'écluse, lui a arraché la relique et le parchemin des mains, et, intentionnellement ou par une lutte fatale, l'a jeté à l'eau. Crispin émit un léger halètement. « Oui, » poursuivit Holmes, « le pauvre Hargreaves y a trouvé la mort. Le tueur, cependant, était confronté à un dilemme. Conserver le trésor risquait d'être exposé. Le détruire risquait de perdre sa valeur potentielle. Il a résolu le problème en replaçant les deux sous la dalle avec l'intention de les récupérer à loisir. Cela explique pourquoi Ellison, revenant avec un espoir coupable, les a retrouvés et pourquoi nous l'avons surpris hier soir. » Le visage de l'inspecteur Arkwright s'assombrit. « Alors Ellison est innocent du meurtre ?» ?»« Sérieusement ?» répondit Holmes. « Insensé, oui. »« Vénal peut-être, mais pas sanguinaire. »« Et le méchant ?» demandai-je. Holmes sourit faiblement et ouvrit le carnet de notes de la pochette. Il tourna la page vers une page où l'encre avait coulé à cause de l'humidité, mais où certains chiffres étaient encore lisibles. 200 harf, croix ornée de bijoux. Acheteur à Norwich. En dessous était griffonné un seul nom, Fenton.
James Fenton, le maçon de la cathédrale, déclara Holmes. Qui d'autre que lui se promenait quotidiennement sur les trottoirs, observait la curiosité de Crispin et connaissait la dalle de la porte sud grâce à des années de réparation. C'était sa botte qui avait laissé l'empreinte de son talon, sa cire qui avait coulé dans le cloître, son ombre que nous poursuivions au bord de la rivière. Sur un signe de Holmes, Arkwright sortit un papier. « Fenton a été enlevé il y a moins d'1 heure, » dit l'inspecteur. « Nous l'avons trouvé en train de faire ses bagages pour Harwich. Devant cette preuve, il a avoué. Il avait l'intention de vendre la croix à l'étranger et craignait qu'Hargreaves ne le trahisse. » Un lourd silence s'abattit. Crispin se couvrit les yeux. Penser qu'une telle bassesse puisse se nicher dans notre chapitre même, murmura-t-il. Holmes se leva et posa la main sur l'épaule de l'archiviste. « Rassurez-vous, monsieur, la structure de votre cathédrale demeure intacte, sauf par la cupidité d'un seul homme. La relique sera restaurée, les archives scellées là où elles ne risquent plus de tenter les imprudents. » Il s'approcha de l'âtre, contemplant le feu d'un air pensif. « Et curieux, songea-t-il, comment une petite bougie laissée près d'une porte a pu traverser un écheveau aussi complexe? Du parchemin caché aux joyaux, de la superstition à l'homicide. Une seule étincelle, Watson, pourtant suffisante pour éclairer les plus sombres recoins des motivations humaines. » Il se retourna, la lueur familière du triomphe silencieux dans ses yeux. L'affaire est close. Fenton comparaîtra devant les assises. Ellison pourra reprendre ses livres, assagi mais indemne. Et M. Crispin, j'en suis sûr, limitera désormais son zèle à des in-folios moins dangereux qu'une feuille jonchée de meurtre. Alors que nous nous éloignions dans la nuit fraîche, la cathédrale se dressait sereine sur un clair de lune argenté, sa grande porte close sur les secrets que Holmes avait révélés. Et moi, marchant aux côtés de mon ami, je m'émerveillais une fois de plus de la raison infaillible qui pouvait, à la lueur vacillante d'une bougie sur un seuil, démasquer la main qui frappait dans l'ombre.